Bonjour et merci de nous retrouver. Vous l'avez vu, nous sommes revenus à notre lancement, à notre décor habituel de la matinale. En effet, les élections sont terminées. À présent, il faut se pencher sur la formation du nouveau gouvernement. Les consultations avec le président Shimon Peres commencent aujourd'hui et selon toute vraisemblance, Netanyahou tentera de former une coalition avec Yair Lapid et les ultra-orthodoxes. On en reparlera avec Dror Even-Sapir par téléphone. Et puis en deuxième partie d'émission, nous inviterons la ruche sur ce plateau, ou la fourmilière, c'est selon qu'on se considère plus abeille que fourmi, amateur de trucs et astuces pour monter sa start-up en Israël. Tenez-vous bien, Audrey et Cynthia sont dans la place et n'attendent que vos idées pour vous aider. Audrey, Cynthia, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Mais on commence avant tout par un point sur l'actu avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On ouvre cette édition ce matin avec cette information. Florence Cassel a été libérée. Elle devrait arriver aujourd'hui à Paris. En début d'après-midi, la femme avait été condamnée au Mexique en 2008 à 60 ans de prison. La Cour suprême vient de décider la libération immédiate de la Française avec annulation de sa condamnation. Je vous rappelle que Florence Cassel avait été accusée d'enlèvement, délinquance en bande organisée et port d'armes interdites. En Algérie, un des membres du commando islamiste qui a attaqué le 16 janvier dernier le site gazier d'In Amenas était un ancien chauffeur du complexe gazier. C'est ce qu'ont révélé des responsables de la sécurité sur place. Le corps de l'homme qui a été tué dans l'assaut des forces spéciales a été reconnu par des employés du site. On passe à présent à l'Europe. Le Premier ministre britannique David Cameron a proposé hier, au cours d'un discours très attendu, d'effectuer un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ceci s'effectuerait d'ici 2015 s'il gagne les prochaines élections. Les réactions des autres pays membres ne se sont pas fait attendre. L'Europe ne se négocie pas, c'est ce qu'a déclaré le président François Hollande. De son côté, le chef de la diplomatie française Laurent Fabius a affirmé qu'il n'y avait pas d'Europe à la carte. Fin de citation. Et en Israël, 2 jours après les élections, Yair Lapid a accepté hier la main tendue de Benyamin Netanyahou sous la forme d'un programme de gouvernement social. Mais cette alliance pourrait buter sur la question palestinienne et l'Iran. Le président du parti centriste Yesh Atid, qui a réalisé une percée électorale inattendue, s'est exprimé. J'ai entendu parler de bloc anti-Netanyahou. Je suggère qu'on retire cette histoire de la table. Il n'y aura pas de bloc. C'est ce qu'a affirmé Yair Lapid. Et toujours en Israël, le président de l'autorité palestinienne souhaiterait porter plainte à la Cour pénale internationale de La Haye concernant les plans de construction en zone E1. C'est ce qu'a déclaré Riyad Maliki, le ministre des Affaires étrangères palestinienne, à l'ONU au cours d'une réunion axée sur le Moyen-Orient. Et on termine avec cette information. L'ambassadrice américaine à l'ONU a été outragée par l'expression État de Palestine. C'est ce qu'elle a déclaré à la réunion du Conseil de sécurité du Moyen-Orient. Susan Rice a réagi à une déclaration du ministre de l'autorité palestinienne des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki. Toute utilisation du terme État de Palestine ne montre en aucun cas d'accord tacite selon lequel la Palestine est un État. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de ce point sur l'actualité internationale. Retour à vous Nathalie sur le plateau de la matinale. Excellente journée à vous. Voilà, merci Elsa pour ces titres. Juste avant de retrouver Dror Even-Sapir pour de plus amples explications sur les développements politiques en Israël, je vous propose de faire le point sur les partis en présence pour la construction de ce nouveau gouvernement. Reportage. Petit problème technique manifestement. On va donc retrouver Dror Even-Sapir. Dror, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous au téléphone ? Manifestement, les problèmes techniques s'enchaînent ce matin. On va reparler d'ici quelques instants avec Dror Even-Sapir des différentes formations présentes pour composer le nouveau gouvernement. Quelques chiffres, notamment 47 nouveaux députés à la Knesset. 47, c'est beaucoup. On parlera avec Dror, savoir si finalement ce nombre est plutôt intrigant, inquiétant ou finalement encourageant. 26 femmes, notamment dont de nombreuses femmes qui sont issues de la liste de Yair Lapid. Et on m'indique justement que Dror Even-Sapir est avec nous par téléphone. Dror, bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour Nathalie. Les problèmes techniques ont été résolus. Merci d'être avec nous ce matin. Dror, hier soir, Shelly Yachimovitch appelait Yair Lapid à s'allier à elle pour former une majorité de blocage contre Benyamin Netanyahou, une proposition à laquelle Yair Lapid a répondu par la négative. Oui, effectivement, mais c'est pas une surprise parce que
il n'y avait pas véritablement de majorité de blocage, étant donné que ce qu'on appelle le bloc de gauche est très composite, puisqu'on y trouve les partis du centre, et Yair Lapid se situait plus à gauche, comme le Meretz, comme le Parti travailliste, peut-être au centre-gauche, et puis les partis arabes. Difficile de créer une majorité cohérente avec des partis aussi différents idéologiquement. Benjamin Netanyahou donc peut dormir tranquille, il est le prochain Premier ministre. Il sera le prochain Premier ministre, c'est assuré. Avec quel gouvernement, c'est encore à voir. Le chiffre de 47 nouveaux députés qui vont être présents et entrer à la Knesset. Dror, est-ce que c'est un chiffre qui doit plutôt réjouir ou inquiéter, puisque certaines figures finalement assez inexpérimentées investissent le Parlement israélien ? Oui, mais vous savez, on peut être inexpérimenté au Parlement, mais avoir de l'expérience dans d'autres domaines. Dans la liste de Yair Lapid, vous savez, c'est une liste qui a été composée de politiciens, de nouveaux politiciens, de personnalités qui n'avaient jamais siégé auparavant à la Knesset. Eh bien, vous trouvez des militants dans le domaine social, vous trouvez également des maires de grandes villes, vous trouvez des gens qui ont fait leurs preuves dans plusieurs domaines de la vie publique avant de se lancer dans la politique. 47 nouveaux députés, c'est un chiffre plus élevé que les précédentes Knesset, où en général les nouveaux députés étaient une quarantaine de parlementaires environ. C'est un renouvellement incontestablement de la classe politique israélienne. Dror, merci pour cette intervention. On va justement regarder l'un des reportages que vous avez préparé pour conclure un petit peu cette journée électorale d'avant-hier et les résultats qui s'en sont suivis. Regardez. Aucun institut de sondage n'avait prévu un tel résultat. On attendait un effritement du parti au pouvoir, mais avec seulement 31 sièges sur les 120 que compte la Knesset, la liste commune Likoud Beitenu a chuté de 11 mandats, une contre-performance qui ne remet toutefois pas en cause le maintien de Benjamin Netanyahou en fonction. Car la liste menée par le Premier ministre israélien et son ancien chef de la diplomatie Avigdor Lieberman reste largement en tête, même si l'addition des partenaires naturels du Likoud, que sont les sionistes religieux du Habayit HaYehudi, en progression avec 11 mandats, et les ultra-orthodoxes du Shas et du Yahadut HaTorah, ne permet pas, à un siège près, de donner à la droite la majorité absolue. Yair Lapid et son parti, le Yesh Atid, sont incontournables. C'est là la seconde surprise, et elle est de taille, de ce scrutin. 19 sièges pour cette formation centriste qui n'existait pas il y a encore quelques mois et dont aucun des membres n'avait siégé au Parlement. Son succès est avant tout celui de Lapid lui-même, bon communicant, fin connaisseur de la société israélienne. Il s'est présenté dans la campagne comme le champion des classes moyennes, dont il est parvenu à catalyser tout à la fois les espoirs et les frustrations. Le parti travailliste de Shelly Yechimovitch jouait sur le même créneau, mais ses appels du pied à l'électorat de droite n'ont convaincu ni les partisans du Likoud épris de justice sociale, ni les électeurs traditionnels de la gauche. Ces derniers ont préféré renforcer le parti Meretz qui, avec 6 sièges, double sa représentation parlementaire. Score identique du parti Atnoua de Tzipi Livni, mais pour l'ancienne ministre des Affaires étrangères, c'est une déconvenue. Et puis on l'a dit, on l'a répété, ceux qui ont voté pour Yair Lapid, c'est entre autres les jeunes, les créateurs d'entreprises. Dans le pays de la start-up en Israël, tout le monde rêve un peu de créer sa petite entreprise, même les nouveaux immigrants. Rendre ce rêve possible, c'est l'exploit de ces 2 jeunes femmes qui sont aujourd'hui présentes avec moi sur ce plateau. Elles sont actuellement avec nous en studio pour nous en parler. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on regarde ce reportage signé Fleur Citruc, on en reparle juste après avec Audrey et Cynthia. Ce n'est pas une nouvelle bande de jazz, mais une idée originale lancée par 2 Olé Khadash en Israël, Cynthia et Audrey. Elles ont voulu créer un accélérateur de start-up pour les nouveaux immigrants. Le projet d'Erive, La Ruche en français, est né maintenant il y a 2 ans. Et quand un matin je reçois un mail d'Audrey et Cynthia, de jeunes 2 filles formidables qui venaient de faire leur alia de France, qui font partie de cette formidable alia française, un mail me parlant d'un projet de soutien aux entrepreneurs Olim. Et évidemment, vu ce que nous faisons à Gvaïm, ça m'a tout de suite intéressé. Parce que j'ai tout de suite cru en leur potentiel en tant qu'équipe aussi, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe. Et 2, parce que ça correspondait tout à fait à la vision de Gvaïm, qui est de maximiser l'impact de l'Alia qualifiée en Israël. Et encore une fois, les Olim entrepreneurs, s'ils réussissent en Israël, ben ça contribue à la création d'emplois, ça contribue au développement d'Israël. Et j'espère que dans quelques années, ces mêmes Olim qui auront créé leur
leur propre entreprise embaucheront de nouveaux Olim Hadashim et la boucle sera bouclée. Harry fait partie de la cuvée 2013 du Hive. Ce jeune Argentin, arrivé il y a 10 ans en Israël, a pu créer sa société, une plateforme qui propose des services à bas coût de diététiciens qualifiés par Internet. Le Hive, c'est tout pour nous, c'est franchir toutes les étapes pour construire un business model et arriver à un business plan. C'est recevoir des conseils juridiques et comptables. Nous avons de nombreux mentors qui viennent nous parler au Hive de design ou de marque. Nous avons également beaucoup de réunions avec des investisseurs de différentes compagnies. Tout cela a permis de donner le coup d'envoi à notre start-up. Les sessions au Hive durent 6 mois et ce sont plutôt des sensations fortes si l'on en croit Naomi. C'était comme être dans des énormes montagnes russes. Certains jours où vous sentez au top avec le sentiment que tout vous réussit et le jour d'après vous pensez waouh, où cela va-t-il? Être un entrepreneur, c'est sans doute aussi ça, beaucoup de hauts et de bas, mais le soutien de cette communauté m'a énormément aidé. Cette jeune Allemande était en Israël depuis 1 an seulement quand elle s'est lancée dans l'aventure du Hive et la création de sa propre entreprise. Attention au choc des cultures. En Allemagne, tout est beaucoup plus poli et formel. Vous ne dites pas les choses directement, mais de façon détournée, les gens comprennent. Ici, si vous ne dites pas directement ce que vous voulez, vous n'obtenez rien. Il faut même parfois frapper sur la table pour obtenir ce que vous voulez. L'avantage de cette absence de formalisme, c'est que vous pouvez contacter des gens auxquels vous n'aurez jamais osé vous adresser sinon. Le Hive a déjà aidé une 60aine d'entrepreneurs à monter leur propre start-up et ouvre maintenant sa 3e session. C'est l'occasion de postuler si vous vous sentez une âme d'entrepreneur, bien sûr. Une âme d'entrepreneur, on le voyait dans ce reportage. Alors, vous transformez vraiment les rêves, les espoirs des immigrants venus des 4 coins du monde en réalité. On peut vous qualifier d'accélérateur de succès. Comment vous est venue cette idée, vous finalement aussi, qui venez, qui êtes nouvelles immigrantes en Israël? Audrey, on commence avec vous. Justement, c'est parti de notre propre rêve à nous, Cynthia et à moi, il y a 2 ans. On était dans un café, en train de réfléchir, en train de rêver, et on se disait, et si on avait une structure qui nous aiderait dans notre projet, et si on avait la possibilité de rencontrer d'autres personnes, entrepreneurs, qui nous permettraient d'avancer dans notre projet. Si on avait, et on s'est mis à rêver ce jour-là. Et donc c'est parti de là. Ensuite, c'est parti de là parce que finalement, Vaïm, c'est une structure qui encadre, mais pas au point auquel vous êtes intéressé. Voilà, en fait, Vaïm, donc on est allé par la suite rencontrer Michael Ben Sadoun, qui est le directeur de Vaïm, dont la mission en fait est d'aider, d'accompagner les Olim diplômés dans leur intégration professionnelle en Israël. Et Michael avait également de son côté constaté un besoin de la part d'entrepreneurs qui souhaitaient monter leur business, mais qui n'avaient pas de soutien. Donc, on a décidé ce jour-là de réfléchir ensemble à ce besoin et de répondre à ce besoin ensemble en créant The Hive. D'où le nom. Alors, le Hive, c'est la ruche, finalement Oui, c'est une ruche. Ça nous plaisait bien l'idée que tous ces petits entrepreneurs soient comme des abeilles qui allaient s'entraider, être productifs en étant tous ensemble plutôt que d'être isolés chacun chez soi et de ne pas savoir comment partager leur idée. Donc, d'être tous ensemble. On voit bien qu'on est bien plus... L'union fait la force. Exactement. C'était un peu le principe. Alors justement, quels sont les succès dont vous êtes le plus fier? Je dirais tout d'abord au niveau des startups qui sont rentrées dans notre programme. Nous avons terminé maintenant notre 2e programme. Et du premier programme qui s'est terminé en avril, je vais parler juste de 2 startups qui nous ont vraiment impressionnés parce qu'ils sont arrivés avec une simple idée. Parfois une petite étude, même une étude qu'ils ont fait au cours de leur MBA à l'université. Parco, par exemple, qui est donc une application à Tel Aviv qui permet d'échanger des places de parking, donc de notifier comme Waze en collaboration entre des personnes qui vont quitter leur place de parking et des personnes qui vont chercher une place de parking. Eh bien, Parco, aujourd'hui, a levé une somme importante de fonds. S'est lancé il y a à peu près 1 mois à Tel Aviv, a aujourd'hui des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et pour nous, c'est très, très impressionnant d'avoir vu le succès de cet olé d'Afrique du Sud. En 2e exemple, je prendrai l'exemple d'une société qui n'est pas dans le high-tech, mais dans ce qu'on appelle le low-tech,
qui est un Anglais, Eli Isaacson, avec une société qui s'appelle Agilite, et qui exporte des produits de l'armée israélienne, des équipements, des vestes et toutes sortes de gadgets intelligents de l'armée israélienne, vers maintenant une vingtaine de pays, qui a acquis une société récemment, il y a à peu près 2 mois, qui a également levé une somme importante de fonds. Pour nous, c'est également un succès. Et puis au-delà de ça, je dirais pour le programme de manière générale, nous sommes maintenant, on peut dire, connus et reconnus auprès de l'écosystème israélien, c'est-à-dire tous les acteurs du marché israélien, y compris les plus grands investisseurs. Et aujourd'hui, l'impact des Olim entrepreneurs est bien là, est bien installé. Et si au début on avait pu penser qu'être un olé pourrait être éventuellement un handicap, ben maintenant c'est vraiment l'inverse. La tendance est complètement renversée. Je pense donc téléspectateurs, vous l'entendez, être un nouvel immigrant n'est pas un handicap. Vous pouvez réussir à ouvrir votre start-up. Alors on a une idée, on vous la présente et grâce à votre carnet d'adresses, grâce à vos connaissances du milieu israélien, c'est comme ça qu'on arrive à développer de belles et grandes idées comme celle dont vous nous avez parlé. C'est bien ça? Absolument. Alors, est-ce que on va rentrer, The Hive va rentrer dans sa 3e édition, dans sa 3e session? Quels sont les prochains développements, la nouvelle session en vue, et on doit s'attendre à quoi? Vous allez aller dans d'autres villes aussi? Alors justement, donc on lance en ce moment même un appel à projet pour le Hive numéro 3 qui va commencer en mars 2013. Donc les dossiers, on reçoit les dossiers en ce moment jusqu'au 21 février. Donc les conditions, voilà. Donc, pour postuler, il faut être tout simplement un olé de moins de 10 ans et avoir un projet de start-up, que ce soit dans le high-tech ou bien aussi dans le low-tech. On ouvre à tous les secteurs d'activité. Donc tous les secteurs, vous ouvrez aussi une succursale, si j'ose dire, à Ashdod. Donc il est prévu un nouveau programme à Ashdod en avril 2013 et on va lancer très prochainement l'appel à projet sur Ashdod. Également en projet et en cours Haïfa et Jérusalem qui vont bientôt Donc vous ouvrir. Investissez ces villes. Quand vous m'en parlez, ça me fait un peu penser à une idée de télé-réalité, The Hive Number 3, avec venez présenter vos idées de start-up et Audrey et Cynthia vous aideront à les réaliser. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours professionnel à vous? Cynthia, peut-être Oui. Donc moi j'ai démarré dans le milieu de la grande consommation, chez Coca-Cola, chez Danone, dans le marketing, dans les études de marché consommateur, entre Paris et puis ensuite Londres, où j'ai passé près de 10 ans avant de faire mon alia. Et après 7 années dans ce milieu-là du marketing, j'ai décidé de monter ma propre entreprise d'événementiel pour les sociétés à Londres, dans laquelle nous étions 2 associés, et que j'ai revendue une année après avoir fait mon alia. D'accord. Et puis, vous aussi, vous avez senti que l'international, c'était important avant de venir en Israël. Vous avez travaillé aussi à Londres. Oui, moi, mon parcours était toujours plus ou moins lié aux entrepreneurs, parce que j'ai travaillé en France dans une grande banque française et accompagné des clients entreprises. Ensuite, j'étais à Singapour et j'ai travaillé pour un cabinet d'avocats d'affaires. Et enfin, à Londres, où j'ai vécu 4 ans, j'étais coach professionnel et là aussi j'ai eu le plaisir d'accompagner des entrepreneurs. Alors on le voit justement dans vos 2 parcours, c'est centré sur l'international, vous avez vécu dans différents pays, vous parlez donc plusieurs langues également. Est-ce que pour vous c'est l'un des éléments clés pour réussir en Israël, c'est cette ouverture au monde et cette pluralité dans les expériences? Je dirais que c'est toujours un plus, mais je pense que ce n'est pas du tout un must, qu'on peut tout à fait arriver en Israël ou réussir en tout cas en Israël sans avoir particulièrement vécu dans le monde entier. C'est toujours bien de parler plusieurs langues et ici c'est presque banal, je dirais, puisque tout le monde parle plusieurs langues. Mais c'est aussi la politique de la débrouille, donc si on les a pas, ces différentes langues et ces différentes expériences à l'international, on peut y arriver, on peut réussir. On parlait dans ce reportage, Audrey, vous allez peut-être répondre à cette question, du choc des cultures. Finalement, certains, comme cette jeune femme d'origine allemande qu'on voyait dans le reportage de Fleur Citruc, elle vient d'Allemagne avec les codes qu'on connaît en Allemagne, ceux que nous on connaît en France ou que vous connaissez à Londres, et finalement elle débarque en Israël. Débarquer, c'est vraiment le terme, puisque c'est totalement différent ici, les mentalités. Exactement, mais en même temps, je dirais que c'est beaucoup plus simple en fait ici, beaucoup plus accessible. Les relations d'affaires sont beaucoup plus chaleureuses et beaucoup moins de formalités qu'en Europe ou ce qu'on a pu connaître en France ou à Londres.
Ici, il n'y a pas de hiérarchie. Chacun peut parler à même un CEO de grande entreprise en sentant qu'il est tout à fait son égal. Donc, des relations, je dirais, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus des relations d'égal à égal. Mais la personne qu'on voyait dans ce reportage disait quand même, quand on veut quelque chose, il faut savoir taper sur la table en Israël, il faut savoir s'exprimer, le dire haut et fort, ne pas craindre, ne pas le dire à demi-mot, sinon on ne l'obtient pas. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est uniquement dans le positif, c'est-à-dire que je trouve que tout se transforme ici en opportunité. On peut parler à n'importe qui et l'Israélien va tout de suite voir qu'il y a éventuellement, en aidant cette personne, peut-être qu'une opportunité va se présenter pour lui. Et j'aime beaucoup cette mentalité de win-win. C'est quelque chose qui existe moins en France, qui est moins présent en France. Beaucoup moins. Et l'entraide, finalement, au cours de ces 2 dernières années, on a rencontré des gens qui vraiment nous ont aidés et le font de manière tout à fait spontanée. Et je pense que dans ce pays, il y a une mentalité d'entraide qui existe et qui est très importante, surtout quand on démarre et qu'on veut lancer son business. Et qui est importante quand on arrive à l'exploiter comme vous le faites. Quels conseils, l'une et l'autre, vous donneriez à un entrepreneur en Israël? Quelques petits conseils pour ceux qui nous écoutent ce matin à la télévision. Je dirais, pour commencer, de postuler au Hive, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur support qu'ils peuvent recevoir pour donner une accélération à leur projet. De ne pas avoir peur de sortir, d'aller aux événements. Il y a énormément d'événements organisés par les Israéliens, par des Américains, par des Français. Il y a énormément d'événements sur la place. Donc ne pas hésiter à sortir de chez soi aussi et à sortir son idée. C'est-à-dire ne pas avoir peur de garder son idée pour soi, de travailler de chez soi, d'avoir le nez dans le guidon. C'est l'inverse. Ici, c'est une société de partage et comprendre que de partager l'information, de partager son idée va rapporter beaucoup plus. Il y a certaines personnes qui craignent que partager l'idée, c'est aussi risquer de se la faire voler. C'est une erreur. C'est la plus grande erreur des entrepreneurs qui ne sont pas israéliens, parce que le fait de la partager, au contraire, c'est comme ça qu'il va apprendre et rebondir et changer, faire évoluer son idée. Et par ailleurs, de la garder pour soi, je pense que c'est une erreur. Et ce qui compte, c'est pas du tout l'idée, parce que l'idée, il n'en manque pas. L'idée, il y en a des millions en Israël tous les jours. Ce qui compte, c'est l'implémentation de cette idée, c'est l'exécution de cette idée. Et ça, seul l'entrepreneur a les qualités pour bien le faire. Et donc, de partager l'idée ne va pas poser de problème. Audrey, un autre conseil ? Et je rajouterais que l'environnement en Israël est vraiment propice au développement d'une start-up. Je crois qu'après la Silicon Valley, c'est le deuxième endroit pour les start-up ici. Et donc, tout est favorable au développement d'une start-up. L'écosystème est super dynamique, très stimulant pour quelqu'un qui rêve de monter une boîte. C'est vraiment ici qu'il faut la créer. Et c'est avec vous, The Hive, THEHIVE, avec Audrey et Cynthia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et donc, on rappelle les projets, les appels à projets jusqu'au 21 février. Donc, sur le site de Gvaïm, application online, www.gvaïm.org.il. Ok. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est donc sur ces propos qu'on referme notre dernière matinale de la semaine. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser, notamment à notre rédactrice en chef, Tammy Harel, qui réalisait sa dernière matinale aujourd'hui pour s'envoler vers d'autres horizons, toujours dans notre station. Merci à elle et merci à vous donc de nous avoir suivis. Dimanche, vous retrouverez Myriam Danan qui dressera le bilan de ce premier week-end post-élection avec Dror Even Sapir. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien.